La question de savoir si la République démocratique du Congo, les Léopards, est réellement prête à renouer avec le sacre continental, plus de 50 ans après sa dernière victoire en 1974, la fameuse équipe de Kinshasa et du Zaïre, est une question qui passionne tout le continent africain, car l'équipe porte non seulement le poids d'une histoire glorieuse, avec 2 trophées, mais aussi celui d'un immense potentiel souvent inexploité, un paradoxe récurrent qui a longtemps défini le football congolais, une nation qui exporte des talents bruts, des athlètes d'élite dans les 5 grands championnats européens, de la Ligue 1 à la Bundesliga, en passant par la Premier League, mais qui a traditionnellement peiné à les assembler efficacement sous le maillot national, un problème moins lié à la qualité intrinsèque des joueurs qu'à l'environnement et à l'organisation. Et pour analyser cette question avec l'objectivité requise et de manière exhaustive, en examinant toutes les variables qui influencent une telle performance en tournoi, il faut d'abord se pencher sur la dynamique actuelle impulsée par le sélectionneur Sébastien Desabre, dont l'impact a été systémique et non superficiel, parvenant en très peu de temps à transcender les clivages historiques et les problèmes d'ego qui gangrenaient le vestiaire congolais, pour imposer une discipline tactique rigoureuse, une mentalité de travail et une cohérence collective qui faisaient cruellement défaut par le passé, transformant une équipe talentueuse mais historiquement instable en une formation remarquablement structurée et psychologiquement armée, capable de faire face à l'adversité, comme l'a prouvé la dernière édition de la CAN, où, contre toute attente et après une phase de poule qualifiée de laborieuse, les Léopards ont réussi une montée en puissance impressionnante pour atteindre les demi-finales, un parcours qui n'est pas un simple coup de chance ou un accident statistique, mais le fruit d'une ingénierie tactique et psychologique réfléchie, rétablissant la confiance et l'engagement total des joueurs pour l'identité nationale. Et ce résultat est bien plus qu'une performance isolée. Il est un signal fort et durable de la renaissance compétitive de l'équipe sur la scène africaine, réintégrant de fait le cercle restreint des nations qui comptent désormais comme de sérieux prétendants au titre. Et cette fondation solide et ce renouveau mental nous amènent à examiner l'effectif à disposition sous un prisme de complémentarité plutôt que de simple accumulation de stars, car si la RDC a toujours été riche en individualité, la véritable différence réside aujourd'hui dans l'équilibre des lignes et la hiérarchisation claire des rôles sur le terrain, en commençant par le secteur défensif qui est souvent le socle d'une victoire en CAN, avec une défense centrale solide et expérimentée, menée par un capitaine emblématique et une figure tutélaire comme Chancel Mbemba, dont l'influence ne se limite pas à son talent défensif, sa lecture du jeu et sa qualité de relance sous pression, mais s'étend à son rôle de leader moral, de médiateur et de tacticien en chef sur le terrain, véritable extension du sélectionneur dont la capacité à motiver et à recadrer est essentielle, épaulé par des éléments fiables et complémentaires comme Dylan Batubinsika ou Rocky Bushiri, assurant une profondeur de banc cruciale pour un tournoi long et éprouvant où les suspensions et les blessures sont inévitables, et des latéraux modernes comme Arthur Maswaku à gauche, dont le pied gauche magique et la capacité de projection offensive et de créer des surnombres sont des atouts majeurs, capables de générer du danger constant par ses centres précis et ses coups de pied arrêtés, millimétrés, ce qui donne à la RDC une dimension tactique offensive imprévisible et une alternative au jeu de position axiale. Et au milieu de terrain, on observe une variété de profils qui permet une modularité essentielle et une adaptabilité cruciale aux différents climats de jeu, des récupérateurs travailleurs et infatigables, de vrais poumons comme Charles Piquel, un véritable aspirateur de ballon et un joueur de liaison, ou Edo Kayembe qui assure la transition rapide entre la défense et l'attaque et garantissent l'équilibre défensif aux joueurs plus créatifs, techniques et dotés d'une vision du jeu supérieure capable de casser les lignes et d'accélérer le jeu vertical, comme Samuel Mutusami, ce qui permet à Desabre d'adapter son schéma tactique en fonction des exigences de l'adversaire et du scénario du match, en passant d'un système de contre-attaque efficace en 4-4-2 ou 5-3-2 bien huilé à un schéma de possession plus risqué mais maîtrisé en 4-3-3 avec une relative facilité. Et c'est cette flexibilité tactique, pragmatique et la polyvalence des joueurs qui pourrait être l'atout majeur de la RDC dans un tournoi où l'on rencontre des styles de jeu aussi variés que le bloc bas nord-africain, l'intensité physique de l'Afrique de l'Ouest ou le jeu combiné des équipes du Maghreb est devant,
L'équipe possède des attaquants rapides, polyvalents et percutants, qu'il s'agisse de l'expérience et du sens du but de Cédric Bakambu, un attaquant renard des surfaces dont l'intelligence de placement est toujours précieuse, même si son temps de jeu en club peut soulever des questions sur son rythme sur un mois de compétition intense, ou de l'énergie, de la vitesse et de la jeunesse de talent comme Silas Katompa Mvumpa et Meshak Elia, dont la vitesse d'exécution et la capacité de dézonage sur les ailes peuvent déstabiliser n'importe quelle défense organisée et rigide, même si la finition et le réalisme offensif restent collectivement un axe d'amélioration, notamment dans la conversion des occasions nettes, un point crucial dans les matchs à élimination directe qui se jouent sur l'efficacité chirurgicale et les détails infimes, le différentiel entre un quart de finale honorable et une victoire finale historique, car la RDC doit apprendre à tuer les matchs plus rapidement pour éviter de se faire rejoindre comme par le passé. Mais au-delà de l'analyse purement technique et tactique, il est impératif d'évaluer le facteur mental et psychologique et l'environnement sociopolitique complexe de cette équipe, car la RDC a historiquement été une sélection sujette à des turbulences extrasportives, des ingérences politiques, des problèmes logistiques chroniques et des pressions internes qui pouvaient parasiter les performances sur le terrain, transformant l'attente populaire en anxiété de performance. Mais les récentes performances suggèrent que le groupe est plus soudé et concentré que jamais grâce à une gestion des hommes et une communication interne réussie par le staff technique qui a su créer une bulle protectrice autour des joueurs avec une ferveur populaire immense qui, si elle est bien canalisée et transformée en énergie positive, peut devenir un 12e homme très puissant, donnant au groupe une motivation transcendantale et une force de caractère supplémentaire, ce qui soulève la question de la gestion de la pression inhérente à la CAN, une compétition où l'environnement est souvent hostile, où les conditions de jeu et la chaleur sont parfois difficiles, et où les décisions arbitrales peuvent être sujettes à controverse et nécessiter une maîtrise émotionnelle parfaite et une discipline irréprochable, car les cartons inutiles peuvent ruiner un parcours en phase finale, et c'est dans ces moments de tension extrême que le caractère d'une équipe championne et sa résilience collective se révèlent. Et bien que la RDC ait montré des signes de résilience exceptionnels, comme le retour dans le match contre l'Égypte, elle n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait enchaîner les victoires sous une pression constante jusqu'à la finale face à des équipes comme le Maroc, le Nigeria ou le Cameroun, qui ont une expérience récente des grandes finales et savent comment gérer la victoire, d'autant que le tirage au sort de la phase de poule pourrait placer les Léopards face à des adversaires de taille et très exigeants comme le Sénégal, tenant du titre, exigeant immédiatement un niveau d'engagement et de concentration maximale dès le début du tournoi, ce qui représente un test de crédibilité précoce, une épreuve psychologique et un challenge logistique pour les ambitions congolaises. Car commencer fort dans une CAN donne un élan psychologique qui peut être conservé jusqu'aux phases finales, et le chemin vers la gloire exigera également la capacité à gérer la profondeur de banc et les remplacements stratégiques, en considérant que des joueurs de complément comme Yohan Wissa ou Théo Bongonda peuvent apporter des solutions décisives en sortie de banc, assurant un niveau de performance constant sur 90 minutes. Et au-delà des prolongations, Desabre doit donc gérer ses ressources avec une précision d'horloger suisse. Et en conclusion de cette analyse objective et exhaustive, on peut affirmer que la RD Congo arrive à cette CAN avec des arguments solides, une structure tactique stable et une progression notable et durable sous la direction de Desabre. L'équipe possède l'équilibre, le talent, le leadership nécessaire et la dynamique positive pour viser au minimum une place en demi-finale. Et si l'histoire récente des favoris africains suggère que les surprises sont fréquentes, même si les têtes d'affiche traditionnelles comme le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire ou l'Algérie ont peut-être une profondeur de banc, une expérience en finale et une stabilité de classement FIFA légèrement supérieure, la RDC a retrouvé cette capacité historique à créer la surprise et à capitaliser sur l'énergie de la passion et la force de son public, cette force intérieure qui transcende la logique, mais la victoire finale reste conditionnée à la capacité du groupe à maintenir sa cohésion institutionnelle et sportive sur la durée, à gérer les blessures, les suspensions, la fatigue accumulée et surtout à transformer cette promesse de renouveau en une
réalité concrète sur le terrain par une efficacité redoutable dans les zones de vérité et une défense hermétique, car dans une compétition aussi imprévisible que la Coupe d'Afrique des Nations, l'exploit est toujours possible pour une équipe qui a l'histoire et la ferveur derrière elle, mais il faudra que les Léopards fassent preuve d'un réalisme clinique, d'une discipline tactique inébranlable et d'une gestion parfaite des temps faibles pour surmonter chaque obstacle étape par étape, jusqu'à potentiellement soulever le trophée après plus d'un demi-siècle d'attente, en réécrivant enfin l'histoire du football congolais et africain. Il faudra également surveiller l'impact du contexte local, car l'organisation et la gestion des déplacements et des entraînements dans le pays hôte peuvent, pour une équipe comme la RDC, qui dépend souvent d'une logistique complexe, et qui n'est pas toujours habitué à des conditions optimales, devenir un facteur déterminant de performance, la capacité du staff à isoler le groupe des distractions, des attentes médiatiques et à maintenir la concentration sans céder aux sirènes de la suffisance après une bonne performance sera testée au plus haut niveau. Finalement, la RDC est dans une position de challenger crédible et dangereux. Elle a les outils, le talent et la structure pour y arriver, mais elle devra faire face à la réalité d'une compétition où l'erreur est interdite et où seul le pragmatisme et l'efficacité comptent, une réalité que Desabreux semble avoir inculquée à ses joueurs, faisant de l'équipe une menace sérieuse, mais pas encore le favori absolu, laissant la place à l'exploit qui, s'il se réalise, sera le plus grand accomplissement du football congolais depuis l'ère Léopard de 1974 et une revanche sur des décennies de promesses non tenues. L'analyse historique révèle que les succès passés de la RDC ont toujours été liés à une forte centralisation du pouvoir sportif et à une absence de conflits externes, des conditions que Desabreux s'efforce de reproduire aujourd'hui, et si ces facteurs externes restent stables, la qualité intrinsèque du groupe pourrait faire la différence.